Vous allez me dire, cette couve est magnifique. Vous avez raison. Chaque année en France, et ça c'est un extrait de ton livre, c'est même la page 114, je suis hyper précis comme garçon, près de 50 000 personnes décèdent de ce que l'on nomme une mort subite. Moins de 5% de ces arrêts cardiaques sont récupérés. Le journaliste Nicolas Desroches qui est avec nous fait partie de ces miraculés de la vie et il est avec nous ce soir dans la boîte pour présenter ce livre témoignage intitulé Cœur de Titane. Je le disais, il y a vraiment beaucoup de questions pour toi. Quand on a vu que tu venais, on m'a dit, tiens, ça c'est intriguant, ça change des polars et des thrillers. J'ai reçu des questions par mail, par Messenger, par Instagram. Je trouvais ça vraiment chouette. C'est un sujet, je sais pas si on en parle assez ou pas, mais en tout cas ce soir on va le faire. Salut Zut Rezut au passage et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, ça me fait plaisir. Mais avant d'en parler, parce que je trouve que c'est bien, j'ai lu dans ce livre que tu aimais beaucoup la lecture, donc je te propose qu'on fasse connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Si, vous pouvez évidemment dans le chat jouer avec nous et mettre vos réponses. Nicolas ne triche pas, il ne va pas copier vos réponses. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Je choisis Clara Lee Proust de Stéphane Carlier parce que c'est une mise en abîme en fait du pouvoir des mots. C'est l'histoire en fait d'une cliente d'un salon de coiffure qui en fait euh, va oublier en fait à la recherche du temps perdu en fait à côté du bac à shampoing, et il y a une des coiffeuses qui l'ouvre, qui lisait pas forcément, et en lisant ce livre, elle va découvrir par la magie des mots, en fait, s'ouvrir au monde. Et en plus, le clin d'œil, c'est que je suis originaire de Châlons et on parle de Chalon-sur-Saône, et cet auteur, en fait, vit à Châlons. Alors, c'est pas parce que c'est un de mes amis, en fait, que j'ai choisi ce livre, mais parce que j'aime bien lire, et je trouve qu'il a su, en fait, montrer le pouvoir des mots et ce que les mots nous apportent. Si tu étais un format, parmi tout ce qui existe, par exemple poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, lequel choisirais-tu? Je pense que je prendrais le format poche parce que c'est pratique, et pour l'avoir toujours avec moi, peu importe où je suis. Si tu étais une maison d'édition, ou la caractéristique d'une maison d'édition qui te tient particulièrement à cœur, sans vilain jeu de mots? J'ai pas forcément de maison d'édition préférée, que ce soit une grande, une petite. En auto-édition, en fait, le plus important, c'est que le livre, en fait, il vive, et qu'il y ait une rencontre, en fait, entre le lecteur et l'auteur, et qu'il y ait une émotion qui passe. C'est ce que j'essaie de faire à mon humble échelle. Si tu étais un rayon dans une librairie, Je pense que je serais le rayon coup de cœur, hein, parce que le rayon coup de cœur de ma librairie, alors je sais pas si, mais on doit avoir les mêmes thèmes de lecture, et souvent en fait, je lis les livres conseillés par ma librairie, et ils se trompent pas souvent en fait, et à chaque fois je passe un moment sympa. si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Je serais ce qui est actuellement un marque-page chat que j'ai là, voilà. Et en fait c'est en clin d'œil à mon chat, qui est aussi lui un rescapé de la vie aussi. C'est pour ça qu'on s'est bien trouvé. Et c'est un personnage du livre aussi, si j'ai bien vu, Ouais, je l'ai croisé. j'en ai fait un petit clin d'œil. Si tu étais justement un personnage, ça peut être dans les livres, dans les films, les séries, lequel choisirais-tu? Je choisirais un personnage de BD, en fait. Je pense que je serais Tintin, par rapport à mon métier de journaliste. Tintin reporter. Et ça, on y revient évidemment tout à l'heure à ce métier, ce très beau métier. Si tu étais un temps de conjugaison, Je pense que je serais le présent, parce qu'aujourd'hui, en fait, je vis l'instant comme si c'était le dernier, mais pour rester sur une note optimiste, en fait, j'irai aussi le futur, parce qu'il y a aussi un futur, et c'est aussi bien de se projeter. Donc c'est une double réponse. tu as le droit. C'est fou, dans la boîte on fait ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. Si tu étais la bande-son par exemple de ce livre, Cœur de Titane, tu aimerais que ce soit quel morceau, quel instrument, quel groupe, quel genre? Après, il y a plusieurs morceaux. Le morceau que j'aime bien, c'est Respire encore de Clara Luciani, qui est beau et festif, et qui symbolise la vie. Après, il y a aussi
Mon cœur de Isia Higelin, en fait, c'est assez sympa. Et après, il y a aussi un autre, un autre chanteur, en fait, que j'ai découvert, qui lui-même a une énergie incroyable et en situation de handicap, en fait, il est né, en fait, avec un bras en moins. Et il s'appelle Lucky Love et il écrit une chanson, il y a une chanson qui est très belle, c'est Je veux de la tendresse. Et je trouve c'est plein de vie en fait, et en plus il ressemble un peu à Freddie Mercury, donc c'est assez sympa. On irait écouter. Je connais pas du tout, donc je suis curieux. Je l'ai noté. J'ai découvert sur les réseaux et c'est une belle découverte. Si tu étais un signe de ponctuation. Je pense que je serais le point d'exclamation, qui était autrefois appelé le point d'admiration, parce que c'est sans doute le plus vivant des signes de ponctuation, et en fait, je trouve qu'il me correspond bien. Et un petit dernier, pour la route, si tu étais un verbe. Bah là aussi, je vais peut-être pas faire très original, mais ce serait renaître, parce que on en parlera, mais maintenant j'ai une date de naissance et j'ai une date de renaissance. J'ai un peu deux anniversaires. Il fait très très chaud ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait bon chez toi aussi. Ça va. Tu dédies ce livre à plusieurs personnes, hein, au début et notamment aux urgentistes du SAMU. Alors, 71 ou 71, je suis gentil, je fais de la traduction simultanée. Une dédicace aux soignants aussi. J'imagine évidemment, et je le sais en ayant lu ton livre, que ce sont des gens très importants. Tu aimerais leur dire quoi ce soir s'ils écoutent l'émission ou même en replay à tous ces gens qui ont traversé ce parcours? Ben, en fait, je tiens vraiment à les remercier de tout ce qu'ils ont fait, parce que j'ai pu, pour avoir côtoyé pas mal les hôpitaux, en fait, ben, vu la réalité de leur métier, en fait, qui est pas forcément évident, qu'on met pas suffisamment en lumière, même si avec la Covid, en fait, on a mis en lumière leur métier, mais je pense qu'ils mériteraient d'être beaucoup plus de reconnaissance. Donc, je voudrais les remercier et en fait, si, c'est pour ça qu'après je leur ai dédié en fait ce livre et puis en fait, ben, cet accident et ce qu'ils m'ont permis en me réanimant en fait, si on me demandait en fait de savoir si je préférais la vie d'avant à la vie d'aujourd'hui, en fait, je pense que sans hésiter, je préfère celle d'aujourd'hui en fait, même si je pèse 90 grammes en plus avec mon défibrillateur. Ça aussi, on va y venir. C'est quoi ce petit truc en plus que tu as et qui est appelé MYH7? Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? En fait, c'est un marqueur génétique cardiaque, parce qu'aujourd'hui, ça fait pas depuis très longtemps, mais depuis les années 2000, et moi j'en ai bénéficié en 2005, on peut faire en fait avec une prise de sang, voir en fait si on a potentiellement en fait des gènes cardiaques et un risque cardiaque. Et moi, on me l'a réalisé parce que bah, dans ma famille, il y a eu des gens qui bah, ont fait ce que j'ai fait. En fait, c'était une mort subite, un arrêt cardiaque, mais qui n'ont pas eu la chance d'être récupérés. Notamment ma mère en 2004. Après, j'ai eu un de mes cousins, en fait, quand j'avais 15 ans. Lui, il en avait 16 en 95. Et du coup, en fait, avec l'étude génétique, on a découvert ce MYH7, ce gène, et c'est en fait un marqueur de la mort subite. Ça veut dire que j'avais en fait le risque de faire une mort subite, et c'est un gène d'une maladie qui s'appelle la cardiomyopathie. En fait, c'est un problème de rythme. En fait, en gros, pour faire simple, le cœur, vous avez à la fois la mécanique, en fait, c'est-à-dire que c'est des tuyaux, ça pompe. Donc, quand vous faites un infarctus et qu'on vous met des stents, en fait, bah, c'est comme si c'était le cardiologue, il ressemble un peu à un plombier. En fait, il débouche les tuyaux pour que le sang en fait passe bien. Et moi j'ai fait l'autre partie, en fait une partie électrique du cœur, et en gros si on peut résumer, j'ai un risque de court-circuit, donc j'ai court-circuité en fait. T'as court-circuité et beaucoup de messages. Alors, trop beau le marque-page. Les chats, ça marche toujours les chats. David qui adore ça. Salut Agrippine, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Tu parlais de ta maman. Qu'est-ce qu'elle penserait si elle pouvait lire ce livre qui est important? Vraiment, on va évidemment en parler toute cette soirée, mais est-ce que tu as imaginé, tiens, si elle lisait, qu'est-ce qu'elle pourrait en penser? Oui,
Je pense qu'elle serait fière et contente et en plus, je l'ai perdue avant, j'étais à la fin de mes études en fait, donc elle a pas vu, mon parcours professionnel en fait, que je suis devenu journaliste, que j'ai écrit et je pense que de là-haut, elle doit être contente et puis on en reparlera après mais il y a un moment, j'ai fait un signe en portant, la flamme olympique parce que j'ai eu la Mhm. chance de porter la flamme olympique et ça a plein de sens et aujourd'hui mon combat en fait j'ai été réanimé, j'ai un peu une dette envers la vie ce que je dis et ma mère a pas pu être sauvée mais je pense qu'on pourrait en fait dans nos pays en fait on a tout pour sauver les gens en fait faire encore plus et déjà la chose principale c'est de se former au geste qui sauve, c'est pas très compliqué. Si on aime bien les Bee Gees, il faut écouter Staying Alive, c'est le rythme parfait pour faire un massage cardiaque. Et après, en fait, on peut aller chez enfin, les pompiers, vous avez plein d'associations de cardiaques, la Croix-Rouge qui vous forment. Et après, le défibrillateur, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit juste de mettre les pastilles au bon endroit. Après, vous appuyez sur le bouton et la machine est bête et disciplinée, elle parle. Et voilà, donc après c'est surtout, je pense, de la fierté. Et j'ai elle, elle a pas pu être sauvée parce que les gens n'ont pas forcément su réagir, mais si ça fait un écho, en fait, mon histoire, parce qu'il y a trois gestes qui sont très importants quand une personne fait un arrêt cardiaque, c'est d'alerter. En fait, il faut appeler les secours. Elle va vous demander si la personne elle respire encore, pour savoir si c'est un arrêt cardiaque ou un infarctus. Bon, quand c'est un arrêt cardiaque, la personne elle est en syncope et des fois elle peut convulser, mais elle respire plus. Après, en fait, vous massez. Donc c'est mieux d'avoir plusieurs personnes parce que c'est très physique. Et je sais pas après en Belgique quel est le temps pour que les secours arrivent, mais en France c'est entre 10 et 15 minutes. Et si vous faites rien, au bout de 3-4 minutes, en fait, 4 minutes, la personne a de grandes chances de décéder. Alors moi, c'est pas mon cas parce que j'ai eu la chance de, de survivre en fait en étant 4 minutes sans oxygène. Mais après, c'est parce que je nage beaucoup, donc je pense que le sport m'a permis de rester en vie. Et après, vous perdez, en fait, à chaque minute, sans respirer, vous perdez 10% d'espérance de vie, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir vite et il faut pas se poser de questions. Et après, bon, ça peut être désagréable. Quand on fait un massage cardiaque, quand il est bien fait, on peut casser une côte ou enfoncer un thorax, mais c'est pas très grave. La personne, elle vous en voudra pas. Et vous êtes protégé parce qu'il y a des statuts qui protègent juridiquement, en fait, les personnes qui interviennent quand ils sauvent. En France, il y a une loi. Alors, je pense que en Belgique, c'est la même chose, mais c'est-à-dire que si vous êtes sauveteur, pas professionnel, mais que vous cassez une côte à quelqu'un et que vous le réanimez, bon, après, il faudrait être tordu pour porter plainte, mais ça peut arriver. Et vous êtes protégé et il n'y a pas de risque. Et il faut masser et après défibriller, en fait, utiliser le défibrillateur. Et ça peut marcher, et ça marche souvent. Alors, petite anecdote, je sais pas si vous le savez, je suis secouriste, moi, dans mon boulot, donc je fais partie des heureux élus. On va en parler dans une seconde. Et enfin, la personne qui nous donne la formation a toujours dit, si vous avez peur de casser une côte, etc., comme tu le disais, enfin, en gros, la personne est morte. Donc, ça peut pas être pire. Donc, voilà, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose absolument. Parce que c'est vraiment, au début, quand on connaît pas, on a peur, on y va tout doucement, mais en réalité, comme tu dis, c'est assez physique. Et c'est un peu ma question, enfin, on y vient parce qu'on en parle. Euh, je disais, on a demandé des volontaires pour être secouriste dans ma boîte, ok. Je trouvais que c'était intéressant. Alors, pour l'anecdote, la version officielle, c'est que j'ai écrit du thriller, je me suis inscrit pour voir comment tuer les gens. Je l'ai dit d'ailleurs le premier jour, je voulais un peu avoir des trucs et astuces. Et en lisant ton livre, je me suis rappelé de cette bête anecdote où je me disais, mais en fait, au-delà de ça, c'est quand même super important. Et depuis que je suis secouriste, j'ai toujours dit à mes chefs successifs et à mes responsables, ça devrait être obligatoire. Ça peut pas être une ou deux ou trois personnes qui connaissent ces gestes-là. Il faut envoyer tout le monde. Est-ce que c'est un peu ton sentiment? Je sais pas comment ça se passe en France, dans les écoles, avec les petits ou même des plus grands, dans les entreprises. Pourquoi c'est pas obligatoire? Pourquoi? En fait, dans les écoles, ils sont formés, mais souvent, il y a que quelques enseignants qui sont formés, donc ils peuvent pas former tous les élèves. Et après, dans les entreprises, bah, c'est pareil, c'est sur la volonté des gens, mais c'est pas obligatoire, malheureusement. Alors bon, on a changé d'Assemblée nationale. J'avais été en contact avec
députée du Nord, en fait, mais la loi n'est pas passée parce qu'elle aurait dû être votée fin juin et l'Assemblée, elle a été dissoute avant. Et elle voulait en fait que ce soit obligatoire, c'est-à-dire que chaque personne qui passe son permis de conduire, en fait, ne pouvait avoir l'examen que si elle était formée au geste qui sauve. Et après, elle voulait aussi en fait aider les entreprises parce que ça a un coût de former dans les entreprises et c'est qu'en gros, on fait plein d'incitations fiscales pour plein de choses et que là, en fait, les entreprises qui forment leurs employés en fait au massage cardiaque, elles aient une incitation fiscale. Et aujourd'hui, en fait, je suis souvent sollicité par des secouristes ou des personnes qui forment parce que vous avez des gens en fait qui se forment mais pour qui c'est pas concret en fait. Ils disent je me suis formé au geste qui sauve mais je vais jamais m'en servir. Et quand en fait ils ont cette réflexion, en fait ils m'appellent et du coup je sors du placard, c'est qu'à le dire et pas de la boîte. Et je leur montre que je suis la preuve vivante que ça marche et qu'il faut se former et ça peut arriver et bien se passer. Et après on peut être en pleine vie parce que ça se voit pas que j'ai été rattrapé d'une mort subite du tout quand on me voit en fait. J'ai un petit truc en plus mais invisible. Et ce qui est important, on en profite pour faire passer quelques petits messages, hein, comme dans ton livre finalement, c'est qu'on a l'impression parfois que c'est très compliqué. Ce sont des gestes pas très compliqués, il faut juste les avoir fait une fois, les avoir en tête. Et vraiment, si vous avez l'occasion, à défaut que ce soit obligatoire, et qu'on vous le propose, allez-y, c'est super important pour vous. Et si vous croisez un jour quelqu'un qui en a besoin, c'est vachement utile de ne pas paniquer et de pouvoir faire quelque chose. Pourquoi un livre sous forme de témoignage? Puisque je le disais, c'est cette forme-là que tu as choisie pour ce livre. Est-ce que tu aurais pu en faire une fiction, par exemple? Au début, en fait, la manière dont j'ai écrit ce livre, c'est mon métier de journaliste qui est ressorti. En fait, le déclencheur, c'est quand je me suis réveillé après ma mort subite. En fait, je me suis réveillé 5 jours plus tard. J'ai fait 5 jours de coma. Je me suis réveillé branché de partout dans un lit d'hôpital, dans un service de réanimation, dans un hôpital à 60 km de chez moi, alors que le souvenir que j'avais, c'était de nager. J'ai pas trop compris ce que je faisais là, en fait. Et quand on m'a dit que j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé 5 jours de ma vie, donc ils ont dû me prendre pour un malade, mais en fait je leur ai demandé un stylo, un papier, puis je leur ai dit je veux, avant que vous me laissiez partir et faire autre chose, je veux que vous m'expliquiez ce que j'ai vécu pendant 5 jours parce que je veux pas qu'on m'ait volé 5 jours. Donc j'ai commencé à écrire comme ça et après c'était aussi une thérapie parce que quand vous faites une mort subite, je rencontre beaucoup de gens, j'aide beaucoup de patients parce que j'ai été formé à l'éducation thérapeutique du patient. Donc c'est en fait c'est une formation que j'ai faite avec la Fédération de cardiologie qui aide les patients et leurs familles à mieux appréhender leur maladie, en fait, à faire le deuil de leur bonne santé. Quand vous êtes malade chronique, en fait, il faut faire le deuil de votre bonne santé et apprendre à vivre le mieux possible et faire tout ce que vous faisiez avant, mais avec une maladie, à gérer des médicaments, des rendez-vous médicaux et après des évolutions chouettes ou moins chouettes. Et en fait, au début, j'ai écrit, en fait, c'était thérapeutique. Et puis après, comme j'avais du mal à verbaliser, ça m'a permis d'évacuer ce choc post-traumatique. Donc j'ai écrit et après, j'ai fait une introspection par rapport à ce qui m'était arrivé, sur la vie que j'ai eue avec cette maladie qu'on m'a découverte à 24 ans, où j'ai vécu en fait dans le déni. Je prenais des médicaments, des bêta-bloquants. J'allais voir le cardiologue une fois par an et j'étais jeune et je me croyais invincible. Et après, sur le fil de la vie, en fait, j'ai joué à l'équilibriste et je me suis rattrapé in extremis. Mais en fait, le livre, en fait, il est né parce que je faisais lire ce que j'avais écrit et un ami journaliste à Paris il m'a dit mais ce que tu as vécu, c'est extraordinaire. Enfin, c'est un témoignage, mais c'est presque de la science-fiction. Il me dit je connaissais pas le défibrillateur. Il me dit je connaissais pas qu'on pouvait avoir un truc électrique comme ça. Il a lu la page sur la première consultation où en fait on a l'impression d'être dans une. C'est bizarre parce que normalement un médecin ça vous touche, mais là en fait il a une scanette, il lit par Wi-Fi votre défibrillateur, il est sur un ordinateur. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait à 3 mètres de vous dans son petit coin et après il touche des touches et vous avez
l'électricité, vous sentez en fait votre cœur battre plus vite, donc ça peut être un peu étrange. Et du coup, en fait, il y avait un peu les ingrédients de la science-fiction et de la romance. Après, forcément, j'ai un peu romancé les choses parce que c'est un témoignage, mais après, il y a des choses qui sont inspirées, il y a des choses que j'ai retravaillées, mais je trouvais que ça coulait bien et les gens en fait ont été comme toi en fait quand ils l'ont lu, ils m'ont dit bah tu nous as fait faire des nuits blanches et en fait j'ai lu très rapidement le livre et du coup je me suis dit bah ça marche et c'est peut-être pas la peine de chercher ailleurs en fait parce que ça peut le faire comme ça et l'idée c'est aussi de réveiller une étincelle en fait c'est à la fois ça s'adresse à la fois aux gens qui sont cardiaques, qui ont des problèmes parfois de santé, qui sont bousculés dans la vie en fait. Donc ça leur redonne espoir en fait pour leur montrer que bah, on peut être dans un avion, avoir une grosse turbulence et s'en sortir. Et c'est aussi en fait pour des gens bah, qui sont en pleine forme, voilà, ça leur permet en fait de réfléchir au sens de la vie en fait et aussi à la mort hein, parce qu'on est mais on est dans une société où alors la Covid nous l'a rappelé on est dans une société où on a oublié en fait qu'on pouvait mourir et on mourra tous en fait et on va tous mourir mais c'est aussi intéressant en fait de réfléchir en fait donc c'est aussi ce sens et cette interrogation et savoir ben, on vit mais qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie en fait et c'est aussi je donne pas les réponses mais ça permet en fait d'interroger en fait sur le sens de sa vie en lisant le livre. Et on va y revenir tout à l'heure parce que sur moi ça a très très bien marché, je t'en parle après, mais avant, le sentiment qu'on a aussi c'est ce qui t'est arrivé, ça t'est arrivé au bon endroit, entouré des bonnes personnes, on en parlait il y a quelques instants, tu appelles ça les anges gardiens en maillot de bain, j'ai adoré l'image. Ça représente quoi la natation, l'eau pour toi? Est-ce que tu as vraiment le sentiment d'avoir eu ça au bon endroit? Si bon endroit il y a pour un choc comme celui-là. C'est sûr que j'ai eu la chance d'être attrapé dans un milieu sportif. Je suis pas le seul en fait. Alors après, je suis pas hyper calé en foot, mais je crois qu'il est néerlandais, Eriksen, qui lui en fait a été rattrapé la Coupe d'Europe, je crois, le footballeur. Après, quand vous êtes rattrapé sur un contexte sportif, vous avez beaucoup plus de chance et la statistique est beaucoup plus importante que si ça vous arrive ben, dans la rue. Le pire, c'est si ça vous arrive chez vous, en fait, vous êtes tout seul, s'il n'y a personne, ben, c'est fini. Et moi, j'ai eu la chance et après, on ne sait pas qui se cache derrière le maillot de bain. Bon, après, je savais, je nage avec un gynéco. Alors, la cardiologie et la gynécologie, c'est très loin. Mais après, en fait, il a fait son internat en réanimation. Donc, du coup, je lui ai fait ce samedi où j'ai nagé et il était dans la ligne d'à côté. Et il a fait un entraînement, pas de natation, mais s'est musclé le bras. Et du coup, il m'a sauvé. Et on en rigole aujourd'hui, mais il a retrouvé en fait les sensations qu'il avait quand il était en réanimation, quand il était jeune. Et il y avait aussi un médecin pas très loin, donc j'ai eu une chance incroyable. Et même ça, en fait, quand on m'a raconté ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que romancer, il y a des choses, c'est tellement, en fait, c'était tellement extraordinaire ce qui m'est arrivé qu'en fait, en romançant, ça allait faire trop. C'était déjà presque romancer, c'est presque l'histoire d'un livre, en fait. Et puis la natation, en fait, c'est la liberté. Enfin, c'est une sensation que j'ai découvert. Ça fait pas longtemps, en fait, que je nage. Ça fait quoi, 5 ans. Au début, je nageais la brasse grand-mère. Je savais pas mettre la tête sous l'eau, je savais pas respirer. Enfin, ça a été compliqué en fait. Et après, comme je suis quelqu'un de challenge, ce qui a été compliqué, c'est que j'avais même pas fait un an de natation. Je nageais le crawl, je crois, depuis 4 mois. Et avec une amie, en fait, je l'ai embarqué dans une compétition enfin, en eau libre dans la Saône. Donc là, ça a été. J'ai pas nagé dans la Seine, mais dans la Saône, c'est un peu pareil. J'ai pas, voilà, on nage bien et l'eau enfin c'est une compétition, mais elle se fait plus, mais pas pour des histoires bactériologiques, mais surtout pour des histoires de sécurité, mais c'était un beau et la natation en fait ouais, vous avez une sensation de un peu de sortir de votre corps en fait. Alors moi j'ai pas fait la mort imminente, j'ai pas vu le tunnel et la lumière et je me suis pas vu sortir de mon corps, mais la natation ça permet d'avoir peut-être la même sensation que quand on sort de son corps.
Christian Eriksen. Moi, je le voyais du côté des pays nordiques, mais j'ai un énorme doute. Alors, je ne vais pas dire de Oui, bêtises. je sais plus. Je sais plus s'il est néerlandais ou je sais C'est plus. le chat est là. Salut Kiko, au passage. Bienvenue. Euh, alors, tu es journaliste hein, en presse locale. Et petite parenthèse, merci d'en parler si bien dans ce livre, parce que moi c'est un métier que je fais, que j'adore et que j'ai fait en tout cas à une époque. C'est un super beau métier, journaliste en presse locale en particulier. Euh, Il y avait une vie aussi avant, tu disais, il y a ce petit truc en plus là dans le corps, mais il y avait une vie. Ton enquête sur le Mediator, il y a un chapitre du livre là-dessus, elle est très importante dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? Oui, en fait, il y a eu le Mediator, il y avait eu des alertes, notamment des alertes d'une infirmière en fait du côté de Rennes et j'ai un peu creusé et je suis tombé sur un document en fait de l'URCAM Bourgogne. En fait, c'est comme la caisse d'assurance maladie en France, et ça dépendait de la caisse d'assurance maladie qui faisait en fait des études sur les médicaments, sur la manière dont ils étaient prescrits, s'il y avait des dérives ou pas. Et il y a eu une étude qui a été faite dans les années 80 qui a été passée sous silence. Et en fait, à cette époque-là, ils alertaient en fait qu'il y avait beaucoup de médecins qui donnaient du Mediator beaucoup trop, surtout pour des histoires de régime. Et après, ça a créé plein de choses. Et j'ai exhumé ce rapport. On en a parlé. Alors après, c'est vrai que la presse régionale et la PQR, des fois, on est un peu l'agence France Presse des grandes chaînes télé et des grands journaux. Après, il y a eu un grand journal, en fait, je ne citerai pas, national, qui a repris l'information. Mais en fait, c'est notre petit journal dans Saône-et-Loire où il y a 500 000 habitants. Donc, c'est un vaste département, mais c'est tout petit. Et c'est un peu cocorico parce que c'est notre journal qui a sorti ce scoop. Et j'ai eu un prix d'ailleurs, un peu comme aux Victoires de la musique. En France, il existe les Victoires de la presse. Et j'ai eu ce prix devant d'autres grands médias. Donc, c'est un peu le petit poussé en fait par rapport à des géants. Mais c'était chouette. Un scoop, une belle soirée, une remise de prix. Est-ce que ta carrière aurait été différente sans ce cœur différent? Euh, Après, je pense qu'il y a un avant et un après mon accident, en fait. C'est-à-dire que je fais toujours le même métier. Après, forcément, à la reprise de mon boulot, il a fallu que je change certaines choses parce que je m'occupais en fait beaucoup d'économie et d'un supplément économie. Quand vous avez en fait un défibrillateur, en gros, pour rappeler un défibrillateur en France, on est 80 000 à avoir un défibrillateur. C'est quelque chose qui existe depuis les années 80. C'est remboursé par la Sécu, c'est à l'assurance maladie en France que depuis 2005. Et c'est un appareil qui marche jamais et qui envoie comme En fait, c'est la version miniaturisée du défibrillateur qu'on trouve de partout dans les lieux publics. Sauf que c'est moins gros, ça fait 90 grammes en titane et ça envoie une impulsion électrique pour faire repartir le cœur. Alors qu'un pacemaker, où il y a en fait 800 000, presque 1 million de personnes en France qui ont des pacemakers, c'est grosso modo une pile. En fait, c'est quand votre cœur il bat pas assez vite. Et du coup, ce défibrillateur, vous pouvez avoir des interactions, notamment, bon, j'en faisais pas beaucoup, mais je peux pas faire de soudure à l'arc. Je peux pas, par exemple, il faut éviter tout ce qui est les champs électromagnétiques. Je peux plus passer sous des détecteurs de métaux, des grosses vibrations, parce que le risque, c'est que c'est un tracker qui analyse le cœur en temps réel, et s'il est perdu et que le cœur, si par exemple vous passez sous un détecteur de métaux, en fait, ça peut soit le mettre en off, donc c'est-à-dire que vous en avez besoin si ça marche, soit en fait ça peut créer une interaction. En fait, il reconnaît plus le cœur et là il vous envoie des chocs. Donc après, c'est mieux d'avoir un choc si c'est vraiment pour vous réanimer, parce que c'est quand même un choc qui peut aller jusqu'à 1000 volts, donc ça vous décoiffe un peu. Donc après, c'est quand même mieux en fait de l'avoir si c'est vraiment utile et d'éviter. Et donc du coup, dans les entreprises, il y a des entreprises, on a chez nous des entreprises qui fabriquent des morceaux de centrales nucléaires où vous avez de la soudure, vous avez des énorméments, vous avez plein de choses et c'est tout ce que je dois éviter. Donc du coup, je peux plus vraiment faire l'apportage dans ces usines.
ou alors à moins d'arrêter la production, mais enfin, c'est pas possible en fait. Et du coup, je fais maintenant toujours des articles sur les entreprises, mais je fais beaucoup plus d'articles sur les gens en fait, parce que quand vous êtes journaliste, ben, vous racontez les histoires des gens et de tout, et des gens qui ont fait des choses, mais aussi des fois des invisibles. Et j'aime bien raconter des histoires de personnes qui ont été un peu bousculées par la vie, et vous avez des belles histoires en fait. Donc ça va de gens qui ont un petit truc en plus et qui font des choses formidables à des fois des choses aussi un peu insolites. Enfin, donc voilà, après je fais beaucoup de rencontres et j'aime les gens. Et après, quand je rencontre des gens qui ont des histoires un peu atypiques, j'aime bien. Et je fais aussi beaucoup de choses sur les soignants, en fait. Notamment, un des premiers papiers que j'ai écrit, en fait, c'est comment rendre hommage. C'est un des urgentistes, en fait, qui m'a sauvé. Il est urgentiste. Bon, après, ça a été un peu décrié en France parce qu'il est urgentiste intérimaire, donc il fait en fait en gros, il est réanimateur quelques jours ou quelques mois, donc après dans quelques jours ou quelques semaines en fait dans le mois, et il fait ça un peu de partout. Donc après ça avait été décrié parce qu'en fait ils n'ont pas le même salaire, un peu plus confortable qu'un médecin normal, mais lui, en fait, c'est un passionné de musique et il est chef d'orchestre. Il a repris et dirige un orchestre. Il a fait, en fait, il a créé un orchestre symphonique dans la campagne. Enfin, c'est quelque chose d'improbable. Et j'ai fait son portrait, en fait, et tous les gens qui côtoient à l'hôpital, en fait, ne savaient pas que c'était un mélomane, qu'il adorait la musique. Et je trouvais ça sympa, en fait, cette double face et cette partie un peu cachée. Donc voilà, donc c'était le premier papier et je lui ai juste dit en fait que voilà, il fallait que ce serait bien qu'il continue encore la médecine parce qu'il a fait 15 années de médecine. C'est vrai que c'est compliqué, mais qu'après ce qu'il fait c'est très utile et il sauve des gens. Donc la musique c'est aussi utile, mais c'est bien de faire les deux s'il peut en fait. Tu écris différemment depuis tous ces éléments. Quand tu dois faire le portrait, par exemple, de quelqu'un, comme tu viens de l'expliquer, est-ce que tu écris différemment du Nicolas d'il y a quelques années? Oui, en fait, j'ai plus de. Quand vous faites le métier de journaliste, en fait, il faut avoir de l'empathie et faut être à l'écoute des gens. Mais cet accident et ce chemin de vie a fait que je suis encore plus à l'écoute des gens. Et notamment, quand vous avez des gens qui ont une maladie, en fait, ben vous êtes dans le même cas, donc vous savez, des fois, le propre des journalistes, et je l'ai vu depuis que j'ai ce livre où je fais un exercice qui n'est pas évident. En fait, je suis plus habitué à poser des questions qu'à répondre à des questions. Et des fois, en fait, je me suis rendu compte que bah, par le passé, je posais des questions qui pouvaient être dérangeantes et où les gens n'avaient pas envie de répondre. Et du coup, bah, les questions que moi, j'ai pas envie qu'on me pose, je les pose pas aux gens. En fait. Et j'ai changé en fait la manière d'appréhender et de poser les questions et d'appréhender le contact avec la personne. C'est plus pareil. J'espère que je m'en sors bien ce soir. Mais tu disais beaucoup de choses auxquelles tu dois faire attention. C'est un peu comme en nourriture, hein, quand on se découvre une allergie et que finalement on commence à demander à chaque personne qui sert à manger est-ce qu'il y a de la cannelle dedans. Ça, c'est mon petit exemple perso, mais on se pose peut-être beaucoup de questions. Est-ce que c'est fatigant en fait de se dire tiens, dans telle entreprise il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, ou bien est-ce que voilà tu fais avec et tu as les informations parce que c'est peut-être pas toujours très clair en fait que quelque chose va potentiellement te poser problème. C'est une question qui te trotte tout le temps dans la tête, au quotidien, dans la vie de tous les jours, sur par exemple les ondes, ou par exemple des activités, le sport. Je disais dans ton livre, les parcs d'attractions, bah, apparemment un grand 8, c'est plus trop d'actualité. C'est des réflexes que tu acquiers ou tu découvres encore des choses un peu tout le temps? Non, maintenant j'ai pris du recul, mais au début c'est vrai que c'était pas évident parce que on vous dit de manière très brutale, il faut éviter les ondes, les vibrations, et en rigolant je leur ai dit bon ben c'est bien, je suis réanimé, mais je vais vivre dans une grotte parce que je fais comment, on a un téléphone, on a le Wi-Fi, donc après heureusement en fait tout ce qui est téléphone, Wi-Fi et ces ondes qui sont minimes en fait n'ont pas d'interaction. Après c'est des gros champs électromagnétiques.
Après, bon, les détecteurs de métaux, ils sont facilement détectables. D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est qu'au début, j'ai attendu avant de passer d'avoir des lieux en fait où vous avez des détecteurs de métaux et la première chose que j'ai faite, c'est un concert. Et là, en fait, vous avez un privilège super, hein, c'est que quand vous leur montrez, et du coup, quand vous leur expliquez ce que vous avez, en fait, les personnes de la sécurité, ils ont peur que vous deveniez électrique sous le détecteur, donc ils vous font pas passer. Et du coup, vous vous retrouvez par le concert, là, en fait, en l'occurrence, c'était le concert d'Oshi, et je me suis retrouvé à passer dans les coulisses, et du coup, elle s'est demandé ce que faisait. Donc après, au début du concert, en fait, elle était concentrée, et après, en sortant, puisque je suis repassé par le même endroit, je lui ai glissé 2 mots en fait, et du coup c'est sympa parce que vous faites le concert et vous voyez la personne, donc vous passez dans les coulisses en fait, donc après vous découvrez un méandre de couloirs, mais sinon en fait pour en revenir au début vous faites attention forcément parce que tout ce qui est vibration, enfin choses comme ça, par exemple les détecteurs de, c'est pas que c'est mauvais, mais il faut éviter vers les détecteurs d'antivol dans les magasins, donc je m'étais jamais posé la question de savoir où étaient les détecteurs anti-vol, mais maintenant je suis devenu un pro parce que je sais où ils sont et là où il faut pas que je reste stationnaire. Mais après, vous pouvez vivre normalement, et c'est pour ça qu'après j'ai été formé en éducation thérapeutique du patient, parce que vous avez plein de gens qui en fait, à qui on implante un défibrillateur et qui ont peur en fait, qui le vivent mal. Déjà, c'est un objet qui ressemble en fait un peu à une chambre à chimio. En fait, c'est le même volume, la même capacité, sauf que quand vous avez une chambre à chimio et on vous l'implante pour un cancer, on vous l'implante le temps de vous soigner, de faire la chimio, et après on vous l'enlève. Moi, c'est quelque chose que j'aurai à vie, qu'il faut changer. En fait, c'est comme les voitures, je vais être obligé d'aller au contrôle technique quand la pile est usée, en fait, tous les 12-13 ans. Enfin, en fait, en constructeur, c'est 15 ans, mais dans la réalité, comme vous avez un peu de simulation, vous avez des autotests pour voir si ça marche. C'est grosso modo, la durée de vie, c'est 13 ans, enfin voilà, c'est autour de ça. Donc il faut changer la pile. Après, vous pouvez changer les sondes, mais les sondes, elles sont parties pour 30-40 ans. Donc normalement, les sondes, on ne vous les change jamais, sauf s'il y a un problème, il peut y avoir un problème. Et justement, aujourd'hui, en fait, comme moi j'ai beaucoup de recul et j'ai accepté, et puis ce livre, ça m'a fait grandir, en fait, et ça m'a fait accepter encore plus vite ma maladie. Donc, je me suis dit que le cheminement que j'avais fait, en fait, je vais le mettre au service des autres, et j'aide beaucoup les patients, et en fait, toutes les questions du quotidien, par exemple, est-ce que je peux utiliser un taillé, choses comme ça, avec un groupe de patients. Il y a eu un jeu qui a été fait, comme le Trivial Poursuite, ça s'appelle Défi Cœur. Et il y a plusieurs questions, donc c'est dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé, dans le domaine des loisirs, loisirs vacances, dans le domaine de la vie quotidienne. Enfin, il y a 5 thématiques comme ça importantes. Dans le domaine de la santé aussi, parce que quand vous avez un défibrillateur, vous pouvez faire un IRM, mais il faut faire attention en fait comment il est réglé, et ça peut poser problème en fait. Donc ou alors, des fois, vous avez des médecins. Enfin, par exemple, moi, mon jeune dentiste, je vais pas raconter dans le livre, mais après des autres anecdotes comme ça, j'en ai plein. Enfin, je pourrais faire un cœur de titane bis. Parce que mon jeune dentiste, quand je suis arrivé, il voulait pas me faire un détartrage. J'ai pas compris. Je lui dis, mais attendez, un détartrage, je vais pas mourir en faisant un détartrage. Mais parce que quand vous faites un détartrage, vous avez des ondes, et ça envoie des courants en fait. Et du coup, il a eu peur qu'il y ait des interactions avec mon défibrillateur, et lui. Euh, En fait, par précaution, les dentistes, dans leurs études, on leur dit tous les gens qui ont des défibrillateurs ou pacemakers, enfin surtout les défibrillateurs, vous évitez, vous faites le minimum, et vous leur faites plus des tartrages et toutes choses comme ça, c'est trop risqué. Donc et donc j'avais été voir mon cardiologue pour lui dire, bon après, heureusement, quand vous avez des problèmes de cœur, il faut avoir des bonnes dents, donc le détartrage, il n'y a aucun problème, mais lui, il savait pas, donc en fait, il a aussi appris, donc j'étais son seul patient avec un défibrillateur. Du coup, j'ai eu plusieurs rendez-vous. Au lieu de faire ça en une fois, j'ai eu 3 rendez-vous, je crois. mais, mais voilà, mais après, on a réussi à bien me soigner. Et l'idée, jouant avec ce Trivial Pursuit, en faisant jouer les gens, ils apprennent en fait sur leur défibrillateur. Et le but, c'est d'avoir ça, mais c'est pas une maladie. En fait, je suis malade cardiaque, et on a tous
les gens qui ont un défibrillateur, c'est une maladie cardiaque, mais le défibrillateur, en fait, c'est comme si c'était un peu un prolongement de mon corps. Enfin, maintenant, je l'oublie, je nage, je fais plein de choses. Bon, des fois, je l'oublie trop, en fait, donc je pense que mon cardiologue me verrait faire certaines choses. Il aurait peut-être des sueurs froides, mais je fais plein de choses. Bon, j'ai pas refait de l'acrobranche, mais c'est un truc que je faisais. Bon. Après, c'est sûr que c'est plus facile d'être sur le plancher des vaches si vous avez un problème et un choc que d'être en altitude. Mais après, il faut faire la vie, vivre comme avant, en fait, sans vous mettre en danger, mais il faut continuer, en fait. Et tu l'expliques hein, dans ce livre, beaucoup de rendez-vous médicaux, de soins, de médicaments, défibrillateurs, durée de vie, ben voilà, 10-13 ans, comme tu le disais, ça rythme ton quotidien. Les gens se posent la question. Est-ce que ça prend des rendez-vous tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou chaque année, comme un détartrage par exemple ça représente quoi dans ton quotidien? Il y a beaucoup de rendez-vous? Non, en fait, j'en ai pas tant que ça. En fait, le cardiologue, j'y vais tous les 6 mois et c'est un rendez-vous qui est assez bon. Si c'est un peu long parce qu'il fait de l'imagerie, il fait tout. Donc, et bon, après pour l'anecdote, en fait, mon cardiologue me suit beaucoup. Il serait pas obligé de me suivre tous les 6 mois. Normalement, les gens qui ont ce que j'ai fait, en fait, c'est tous les ans, mais quand j'ai fait mon accident le samedi et le jeudi, en fait, je sortais d'une consultation chez mon cardiologue. Il m'a dit tout va bien. J'ai même eu, je crois, un certificat pour faire de la compétition de natation et le samedi, plus rien n'allait. Mais ça, c'est le corps humain, en fait. On ne sait pas, c'est la médecine, c'est pas les mathématiques. En fait, la médecine, c'est imparfait et même si on sait soigner les gens, en fait, on réussit pas forcément toujours. Et après, en fait, dans le système de surveillance, c'est allégé parce que comme une Wi-Fi. En fait, je suis sorti de l'hôpital, c'est ce que je dis, j'ai gagné la valise RTL. J'avais une petite valise et j'ai un boîtier avec un cœur. C'est un système de télésurveillance. Alors au début, c'est un peu bizarre parce que souvent ça teste en fait mon défibrillateur. Donc ça se connecte en fait avec mon défibrillateur la nuit et ça fait des autotests. Donc ça envoie des petites impulsions électriques pour voir si toutes les sondes marchent, si tout va bien. Enfin, si en fait le défibrillateur en cas de besoin de fonctionnement en fait il marche, il est en état de marche. Et en fait, quand ça fait ces tests, c'est un boîtier qui a plein de lumière et au début c'était assez bizarre. Donc j'avais appelé, je crois, très rapidement en fait le service qui gérait ça en fait parce que ça faisait comme un arbre de Noël. En fait, ça clignotait de tout, mais du coup maintenant je l'ai sous mon lit. Je l'ai caché en fait pour pas que ça m'empêche de dormir et que ça m'éclaire toute la nuit, mais voilà, après, il faut juste que je l'emmène quand je suis en vacances. Donc les gens, en fait, c'est rigolo, quand je vais dans un hôtel, il faut une prise et ils se demandent ce que c'est, en fait. Et j'explique quand même avant à la femme de ménage de pas trop appuyer sur les boutons parce que sinon, en fait, ça envoie des alertes à l'hôpital. Donc si je suis à la plage, ça sert à rien d'envoyer des alertes à l'hôpital et qu'après, ils essayent de me joindre pour savoir ce qui se passe. Donc du coup, c'est intriguant et c'est aussi la manière de parler. Je sais que les premières vacances que j'ai faites, en fait, la personne de l'hôtel, elle se demandait ce que c'était ce truc et après, elle osait plus le toucher, en fait. Donc, ça l'avait intrigué. Alors, avant la question suivante, mini pause, est-ce que tu as une lampe? Parce que moi je vais allumer aussi. Ouais. La nuit tombe. Voilà, c'est bon. Hop là, magie. Mais il faisait trop chaud, je vous avoue, j'avais coupé parce que je meurs de chaud. Il fait vraiment très chaud ce soir. Et j'avais coupé la lampe aussi. Alors, je sais pas si c'est très précis, mais le coût global de tout ça est conséquent, de tous tes rendez-vous, l'appareil, etc., etc. On est bien protégé et aidé en France, si tu devais en dire un mot? Par exemple, le défibrillateur, pour résumer, en fait, je coûte aussi cher qu'une voiture. C'est-à-dire que le boîtier coûte 18 000 euros et après, vous avez 3 000 euros par sonde. Donc moi, j'en ai deux. Normalement, en fait, un défibrillateur, vous avez entre 1 à 3 sondes. Vous avez une sonde que toutes les personnes qui ont un défibrillateur, ils ont cette sonde. C'est la sonde qui envoie le choc. Après, en fait, moi, j'ai une sonde qui fait de la stimulation parce que quand j'étais en fait dans le coma, ils se sont rendus compte que je prends un médicament en fait, donc ça fait depuis plus de 20 ans que je prends ce médicament.
qui a aussi ses avantages et aussi ses inconvénients, parce que j'ai aussi en fait des effets secondaires, enfin notamment les effets secondaires avec comme ça la forte chaleur, il faut que je fasse attention. Donc on dit aux gens c'est déconseillé le sel, mais moi l'été en fait je carbure au jus de tomate hyper salé et je mange beaucoup de sel parce que ce médicament ça fait baisser la tension et j'ai déjà pas une grosse tension. Donc quand vous avez une tension qui est trop faible, ben vous avez des risques de tomber dans les pommes. Et du coup, le seul moyen en fait de compenser la tension, c'est de manger très salé. Donc, on vous dit que c'est pas bon en fait, mais moi, dans mon cas, je le fais pour compenser ma tension qui est sinon beaucoup trop basse. Et, et après, en fait, oui, vous avez ce médicament, mais après, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Mais c'est vrai qu'en France, on est quand même très bien soigné parce que quand je vais chez le cardiologue, je monte ma petite carte verte vitale et ça me coûte rien. Tout est pris en charge et ça, c'est important. Et notamment, ce que je disais, les défibrillateurs, avant. Par exemple, si ma mère, en fait, elle avait été rattrapée, elle a eu son accident en 2004, ben, à l'époque, elle aurait été obligée de vivre avec un défibrillateur et c'était pas remboursé par la Sécu. Donc, les gens, en fait, les premières personnes à qui on a implanté un défibrillateur, ils étaient obligés de payer. Donc ils payaient l'équipement qui coûtait aussi cher qu'une voiture, en fait. Et maintenant, en fait, tout est pris en charge, heureusement. Et après, si votre défibrillateur, vous avez un problème ou si vous mourrez, en fait, après, si vous arrive quelque chose, en fait, votre défibrillateur, on est obligé de vous l'enlever parce que bon, après ça peut être drôle ou pas, mais si par exemple vous mourrez, en fait votre défibrillateur, lui il comprend pas, donc il se dit il y a le cœur qui s'arrête et si on n'arrête pas le défibrillateur, en fait ça envoie des chocs en continu, donc on est obligé quand on vous enterre en fait d'enlever le défibrillateur parce que sinon vous seriez électrique. Donc ce serait pas très bien. Et après dans ce cas-là en fait c'est comme le don d'organes, le défibrillateur il peut être envoyé à des pays qui n'ont pas cette chance-là d'avoir un défibrillateur, le télésuivi, enfin même le télésuivi, enfin tout. Donc après, je pense qu'en Belgique, c'est aussi un peu pareil. Après, c'est vrai que quand on est des pays où il y a une prise en charge qui est importante, eh bien, on n'a pas ces problèmes en fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a aussi du progrès entre ta maman en 2004 et maintenant, ça a bougé. Par contre, obtenir un crédit pour une habitation avec un problème de santé et c'est plus compliqué, c'est plus cher. Est-ce que ça te révolte? Oui, en fait, il y a une loi. Enfin, normalement, il y a une loi, donc il y a quand même des progrès. Il y a une loi, donc je sais plus le nom de cette loi, qui oblige, enfin, qui en fait, vous pouvez emprunter jusqu'à 250 000 euros, je crois. Donc c'est-à-dire que vous pouvez quand même vous acheter une maison et où en fait vous n'avez pas de questionnaire médical, mais vous avez souvent en fait dans les assurances, même si normalement la loi, il y a ce que la loi dit et ce qu'on en fait et normalement on est censé vous prêter de l'argent, mais après dans la réalité si vous dites à votre banquier que vous avez un problème de cœur, c'est un peu plus compliqué, donc les choses ont évolué, mais par exemple moi dans mon cas, c'est ce que je raconte dans mon livre, euh, je savais que j'avais un problème de cœur et voilà, après j'ai dit que tout allait bien alors que je savais que ça allait pas bien en fait, mais sinon en fait mon cousin lui il a fait comme ça, il n'a pas pu être assuré en fait quand il a acheté sa maison, ça a été complètement assuré sur la tête de son épouse, donc ça veut dire que si lui il lui arrivait quelque chose en fait il n'était pas assuré parce que sinon c'était pas possible. Et ça me révolte un peu en fait. Puis vous avez des choses qui sont bizarres, c'est comme pour le permis de conduire, c'est ce que je raconte aussi. C'est en fait vous avez quand vous avez un défibrillateur et notamment quand vous faites une mort subite en fait. Où là en fait tout s'arrête, qu'on vous rattrape, légalement en fait vous avez une suspension de permis de 6 mois. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il faut le faire parce que sinon vous n'êtes plus assuré. Vous êtes censé en fait aller voir la préfecture, en fait leur expliquer ce que vous avez eu et d'être consulté par un médecin expert en fait qui vous dit si vous êtes apte ou pas à la conduite. Et quand on vous change après le défibrillateur où là c'est que la pause technique, en fait vous avez pendant 2 mois où vous ne pouvez pas conduire.
Mais bon, après, moi, c'est l'anecdote. En fait, j'ai bien fait en bon élève parce que j'avais lu tout et en fait, j'ai rien compris. Enfin, j'ai été voir un médecin expert en fait qui m'a dit bah vous êtes jeune, vous pouvez conduire, vous avez déjà été assez de choses donc presque sans m'ausculter en fait j'ai été apte à conduire alors que quand j'ai eu mon permis de conduire c'est à l'époque où dans la maladie j'ai eu un défibrillateur mais il a fallu qu'on me l'enlève rapidement en fait au bout de 2 mois parce que j'ai eu une infection. Donc après j'étais comme un Robocop, j'avais une veste défibrillateur et quand j'étais pour le coup, un homme électrique et câblé de partout, j'ai eu mon permis de conduire et quand je suis sorti en fait de l'hôpital avec ça, en fait, j'ai dit au cardiologue, j'ai dit bah, c'est bien, du coup, j'ai récupéré mon permis de conduire, je vais rentrer chez moi en voiture et elle m'a dit non, mais pas du tout, vous pouvez plus conduire avec ça parce que si ça s'enlève, c'est pas comme un défibrillateur implantable, là la machine elle est bête et disciplinée, il y a un fil qui s'arrache, ça vous envoie un choc tout de suite, donc c'est pas compatible avec la conduite. Et ce que j'ai pas compris, c'est que normalement vous êtes conditionné à une visite médicale tous les 5 ans, mais moi j'ai mon permis de conduire comme si je l'avais perdu. En fait, il est valable jusqu'en 2035. Donc après, dans le cadre de mon métier, en fait, comme je vois le préfet, en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais je peux vraiment conduire? Et il m'a dit, bah oui, du moment que le médecin expert vous a déclaré apte. Et il dit, oui, c'est vrai que dans votre cas, il y a peut-être eu un petit loupé parce que le médecin expert était peut-être pas au point parce que normalement, il dit, je crois que vous auriez dû avoir un permis pendant 5 ans. Mais il me dit, si vous l'avez, bon, bah, voilà, vous l'avez, vous êtes assuré et il n'y a pas de problème. Mais la prochaine fois que je serai opéré, comme il faudra recommencer, ben, peut-être que les choses auront évolué parce que je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de gens dans ce cas. Il y a plein de gens qui ont des problèmes cardiaques qui ne pensent pas à renouveler leur permis de conduire. Ils reconduisent et ils ne savent pas qu'ils sont plus censés conduire. Alors, vous savez toujours conduire, mais le risque, c'est si vous avez un accident, en fait, l'assurance, elle vous assure pas, en fait. Donc, ça peut après vite chiffrer beaucoup, en fait. Et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé hein, dans ce livre, c'est que on parle de plein de sujets de société, et je vous laisse découvrir. Moi j'ai pris un exemple, toi tu en as donné un autre, mais il y en a plein dans ce livre, et je vous invite à découvrir ça, mais ça permet de réfléchir à plein de choses. Et en parlant de ça, j'ai 42 ans, et en lisant ton livre, je me suis pris en pleine face, clairement, que je n'avais jamais pensé à ma mort. En te lisant, je me suis posé des questions, du coup. Alors, quelle chanson de la compagnie créole j'allais choisir? Ça, c'est important, hein. Mais plus sérieusement, ça fait quoi de prendre ce rendez-vous avec les pompes funèbres? Et est-ce que tout le monde devrait prendre ce temps? Moi, c'est ce que je me suis demandé en lisant ton livre. Je me suis dit, mais ça m'a même pas effleuré l'esprit. Et pourtant, ce serait peut-être bien. Non, j'avais jamais pensé préparer mon enterrement. C'était pareil. C'est pour ça que je l'ai raconté dans ce livre parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, vous choisissez comme si vous alliez chez Ikea. En fait, vous choisissez votre cercueil, vous choisissez votre oreiller, la couleur, les fleurs. Mais en fait, quand j'ai eu cet accident et que pendant le coma, en fait, quand j'étais dans le coma, c'était pas gagné, en fait, puisqu'on avait quand même dit à ma famille qu'il y avait une grande chance que je meure, en fait. Et puis d'ailleurs, ils ont été contents quand je me suis réveillé, notamment mon père. En fait, mon père, ça l'a beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, ils étaient obligés après d'arrêter parce que lui, en fait, il venait me voir, enfin, il me veillait presque tout le temps, en fait, en réanimation. Donc en réanimation, c'est pas hyper sympa parce que je suis très bavard, mais là, pour le coup, pendant 5 jours, j'ai jamais aussi peu parlé de ma vie. Je clignais juste de l'œil, en fait, mais je faisais pas grand-chose. Et du coup, c'est quand il m'a raconté ça et que je me suis dit que non seulement en fait vous perdez quelqu'un comme ça brutalement, mais que après il faut préparer un enterrement et ça m'a aussi renvoyé à ma mère en fait. Ma mère, c'était brutal. Mon père était, on était tous complètement effondrés et il a fallu qu'on prépare la cérémonie. On n'est pas prêt. Et du coup, je voulais en fait que me dire si je meurs, en fait, j'ai envie que les gens se souviennent de la relation qu'on a eue ensemble et voilà et que ma famille en fait ils soient pas enquiquinés et puis que voilà c'est un peu comme si j'invitais les gens à mon anniversaire. Bon là c'est un enterrement, après on pleure mais on peut rigoler aussi dans un enterrement et du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça. Donc
je me suis renseigné et je savais pas qu'on pouvait prévoir son enterrement en fait de son vivant. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je raconte et c'est drôle en fait. J'ai même été jusqu'à choisir la musique. Voilà. Vous choisissez tout en fait et c'est ouais, c'est important. Et c'est vrai que qu'en fait quand on a un âge, mon accident ça m'est arrivé à 41 ans. À 41 ans, ça m'était pas effleuré, enfin ça m'avait jamais effleuré l'esprit en fait de mourir. Et du coup, mais bon, après, en fait, le fait d'avoir frôlé la mort, en fait, ça vous rend en fait la vie encore plus belle et encore plus intense. Donc, du coup, vous savez ce qu'est le cadeau précieux qu'est la vie, en fait. Donc, du coup, dans la deuxième moitié de ma vie, en fait, bah, je fais des choses. Je me dis, j'ai pas envie de gâcher ma vie et après, je suis peut-être plus authentique, donc les choses qui m'enquiquinent, je le fais plus et je fais ce que j'ai envie et ce qui me plaît et ce qui a un sens en fait. Et je me pollue plus l'esprit avec plein de choses qui peuvent paraître inutiles. Très, très belle leçon, je la prends pour moi avec. Tu fais les transitions pour moi, c'est merveilleux. Le malheur, ça ouvre aussi des portes, des expériences, des rencontres. T'as fait un petit 200 mètres d'anthologie vendredi dernier. J'ai cru comprendre, j'ai reçu quelques photos. Je vais vous montrer ça et bah, si tu veux nous expliquer ce grand moment, vous allez comprendre avec les photos, évidemment. Oui, en fait, j'ai eu la chance de porter la flamme olympique. En fait, j'ai été choisi par le comité Paris 2024 et le partenaire, le groupe BPCE et notamment la Caisse d'épargne. C'est par rapport à mon livre, à ce que je fais. Et en fait, il y a un cardiologue qui m'a dit, mais vous savez que vous pourriez candidater parce que j'ai fait beaucoup de choses avec lui. On a notamment fait une journée sur le sport, parce que souvent, quand on est cardiaque, on est condamné à être sportif de salon. Et moi, c'est pas du tout dans mon esprit. En fait, je veux continuer à faire du sport et c'est important de faire du sport parce que sinon, si on arrête, on, on a des la sédentarité, c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour la santé. Et du coup, je lui ai dit pourquoi pas. Et j'ai eu en juillet 2023, oui, j'avais envoyé en juillet 2023 et en novembre, en fait, j'ai eu un mail pour me dire que j'avais été présélectionné pour porter la flamme olympique. Donc au début, j'ai cru que c'était un gag. Et, et après, en fait, on m'a demandé plein de renseignements. Et j'ai su en fait que je portais la flamme olympique en décembre, mais alors je suis bavard, je suis journaliste, mais je devais me taire jusqu'au 15 janvier parce que les noms étaient annoncés au 15 janvier, en fait, les premiers noms des porteurs. Et ce qui était surprenant, c'est que en Bourgogne-Franche-Comté, en fait, parmi les noms et la Caisse d'épargne, le partenaire, ils ont choisi de mettre en avant mon parcours. Et il y avait des noms comme le gardien de l'équipe de l'OL, enfin des gens qui sont bardés de médailles, des vrais champions. Enfin, moi, j'ai fait du sport, j'ai fait du judo quand j'étais jeune, je fais de la natation, mais je suis loin d'être à leur hauteur. Et je pense que Florent Manodou, en fait, il est pas à la retraite, il va avoir des médailles et je suis pas prêt de le mettre à la retraite parce qu'il faut que je m'entraîne et peut-être qu'à la fin de ma vie, mais je serai trop vieux, je nagerai jamais comme lui. Et c'est comme ça que j'ai eu cette chance parce qu'ils ont été touchés par ce parcours et aussi parce que dans le petit texte qu'il fallait faire, en fait, moi, je leur ai dit que le sport m'a sauvé la vie, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai été pendant 4 minutes sans oxygène. Et je pense que mon corps, en fait, à force de nager, d'être contraint en oxygène, il s'est mis en mode guerrier, en fait, en mode protection. Et le sport, en fait, c'est une école de courage et d'espoir. Et c'est aussi une leçon de vie. Et c'est un peu ce que je vis aussi avec aujourd'hui. Cette maladie, je la vis mieux grâce au sport. Et c'est aussi le message d'inclusion, en fait, qu'on peut être cardiaque et faire du sport. Et d'ailleurs, c'était sympa parce que la Fédération de cardiologie, ils ont fait un petit post Facebook, en fait, et j'ai eu plein de messages de gens qui portaient des défibrillateurs, des gens qui m'ont dit « Ouais, c'est chouette, je vais me remettre au sport, je vais faire plein de choses. » Et c'est important, en fait, de faire du sport parce que c'est pas parce que vous avez une maladie cardiaque, en fait, l'important, c'est de continuer à vivre comme avant. Et il y a peu de pathologies cardiaques où vous êtes interdit de faire du sport. Donc, il faut continuer. Et en plus, j'ai porté la flamme avec aussi une autre... on rencontre des gens extraordinaires. Donc, j'ai porté la flamme avec un quintuple champion paralympique de ski nordique, qui a aussi un parcours incroyable, en fait.
Benjamin Davé, en fait, pour ne pas le citer. Et en fait, il voulait faire les Jeux Olympiques de Paris, mais il n'y a pas de ski. Donc, du coup, il s'est mis il y a quelques années à faire de l'aviron. Il a réussi à être sélectionné en para pour faire l'épreuve de para olympique aviron, le para-aviron. Et il va faire les épreuves. Et lui, c'était chouette. Et la personne qui m'a passé la flamme, en fait, c'est une championne du monde et d'Europe de karaté et qui, elle aussi, est sportive de haut niveau et criblée de médailles. Et pourtant, elle a un petit truc en plus, elle a un diabète de type 1, donc c'est pas forcément chouette quand on est sportif, mais elle montre qu'on peut avoir du diabète et être champion, en fait. Et pour résumer, en fait, cette expérience a été un tsunami émotionnel. Enfin, c'est-à-dire que oui, je suis quelqu'un de normal. Enfin, voilà. Et en fait, vous avez l'impression de sortir, d'être la reine d'Angleterre. Vous sortez d'un bus, vous comprenez rien. Vous avez des gens qui osent pas toucher la flamme. Il y a une petite qui s'est mise à pleurer. Donc vous êtes submergé par l'émotion. Enfin, je vais essuyer ses larmes parce que je me suis dit, arrête de pleurer, touche la flamme, fais une photo, sois heureuse parce que sinon je vais pleurer. Donc si je m'effondre avant de faire 200 mètres, déjà que je préfère nager que courir. Alors, je me suis dit, là c'est un coup pour que j'ai un point de côté ou que ça aille pas et que je cours n'importe comment. Et après, les 200 mètres passent à une vitesse folle et c'est une énergie qui est incroyable et c'est un beau moment, enfin, surtout dans une période troublée dans laquelle on vit. En fait, vous avez la liesse populaire, vous avez plein de gens qui vous acclament et vous faites des photos et en fait, c'est sympa ce moment de concorde autour du sport et où on arrête des fois de chamailler et d'être tous ensemble et de vivre un beau moment. Et je pense que c'est ce que les Jeux Olympiques vont nous offrir en fait. Et j'ai hâte aussi de regarder à la télé. J'ai aussi la chance d'aller voir des épreuves de. Je vais voir l'épreuve de paranatation, la finale de paranatation et parajudo. Et aussi dans le cadre de mon boulot, j'ai aussi accompagné des jeunes parce que comme je porte la flamme, en fait, le comité olympique m'a dit mais vous savez qu'on va emmener 500 jeunes du département, des classes olympiques pour aller vivre ce rêve olympique. Ils vont aller faire voir des épreuves de para-tennis de table et de boccia. C'est comme de la pétanque en fait, en fauteuil roulant. Et du coup, j'ai fait un papier pour voilà, il faut une cagnotte participative. Donc d'ailleurs, si vous voulez aider ces jeunes, c'est sur Litchi et c'est la cagnotte classe olympique 71. Donc si vous voulez aider ces 500 jeunes à vivre leur rêve olympique et du coup je vais les accompagner et je ne dirai pas plus mais je crois qu'à la sortie du bus ils auront une belle surprise et ça va leur mettre ils auront les yeux qui vont briller en fait comme j'ai eu mes yeux qui ont brillé et ça va être chouette et je pense qu'ils vont vivre une journée dont ils vont se rappeler toute leur vie. Et ça fait du bien de voir ces images-là. Je vois le temps qui file, j'ai encore 2 questions pour toi. La 4e de couve de ce livre nous dit que c'est une leçon de vie. Tu en as beaucoup parlé ce soir et c'est très bien comme ça. Tu aimerais qu'on retienne quoi de ce témoignage? Si on devait retenir une chose, un message que tu aimerais faire passer ce soir en particulier, il y en a beaucoup, c'est dur d'en choisir un, donc je te laisse 2 secondes pour, pour choisir. Mais tu aimerais qu'on retienne quoi de cette lecture? C'est l'espoir. C'est-à-dire que j'ai pas voulu tomber dans le pathos, j'ai pas voulu faire, en fait, même si on parle d'une maladie, en fait, quelque chose où il y a trop de médecine. En fait, j'ai voulu faire quelque chose comme je suis, en fait, avec de l'autodérision, de l'humour et en fait de l'espoir. Et puis c'est un retour en apnée à la vie, en fait, ce livre. Et en fait, c'est pour finir une belle respiration. C'est-à-dire que vous êtes en apnée et à la fin, vous respirez. Et j'ai envie que les gens se sentent encore plus vivants. Et pour que les gens restent encore plus vivants, en fait, prennent quelques minutes pour ce fameux geste qui sauve, comme on a dit, c'est pas très compliqué. Donc quand j'ai des lecteurs en fait qui me disent j'ai pris une claque et je me suis formé au geste qui sauve, je trouve que c'est bien en fait. C'est 1 plus une personne, mais c'est en faisant des petites choses qu'on arrive à faire des grandes choses. Et si tu veux le mien, ça tient en 3 mots, écouter son corps. Parce que ça aussi, c'est un des messages que j'ai retenu de ton témoignage et de ce livre. Quels sont tes projets pour les mois à venir? En écriture, par exemple, hein, est-ce que tu vas continuer à écrire des livres? Oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé s'il y avait une suite parce que en fait, ce livre,
c'est la maladie, l'introspection et le retour en apnée à la vie, mais c'est vrai que je m'arrête ça s'arrête en fait sur une grande respiration, mais il y a beaucoup de gens qui sont curieux de savoir comment on vit avec cet appareil, de la vie d'après en fait. Et c'est vrai que j'écris, je sais pas, après j'écris beaucoup dans le cadre de mon boulot, donc là j'ai eu le temps d'écrire ce livre parce que j'ai eu une longue convalescence, donc j'ai eu le temps de l'écrire. Après j'écris, il faut me laisser du temps, mais je pense qu'il y aura peut-être il aura peut-être un grand frère parce que je pense qu'il y a plein de choses et en fait ce truc en plus me fait vivre des choses incroyables et j'ai envie aussi de les partager en fait et de partager ces leçons de vie en fait. Et au début je trouvais ça j'avais pas envie forcément au début, c'est la question que je me suis posée quand j'ai écrit ce livre parce que c'est très personnel pour ma famille, mes amis et je voulais pas en fait voilà, je suis pas quelqu'un qui a le melon et j'ai pas envie mais en fait j'ai envie de laisser un parcours de vie en fait. Et puis au final quand j'ai écrit ce livre, bah, c'est comme si j'écrivais le livre d'un quarantenaire. En fait, je me suis détaché de moi-même et d'ailleurs des fois je me suis dit qu'il avait pas de peau et que c'était un peu un Pierre Richard en devenir parce que je crois que ce jeune quarantenaire en fait est l'homme de toutes les exceptions, mais après ça continue. En fait, j'ai encore eu plein d'exceptions, il y a plein de choses et je pense qu'il y a un bouillonnement de vie en fait qui mériterait d'être écrit et qui est une suite. Et après, c'est pas la même chose qu'écrire un article. Un article, vous êtes frustré parce que tout va très vite, il faut aller très vite à l'essentiel et j'ai pris plaisir à passer par des chemins de traverse et à prendre le temps en fait. C'est ce qui, je trouve, est bien et ce qui m'a donné envie. Et bah, j'ai hâte, suite au prochain épisode, de voir ce qui va arriver à ce personnage, à qui il arrive plein de choses. Mais en tout cas, très très chouette livre. Cœur de Titane, vous voyez la couve, elle est magnifique. Je le redis, mais je le pense, vraiment magnifique. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour conclure. C'est passé très vite. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment passé très vite. On a débordé un peu, désolé. Est-ce que tu as envie de conclure cette émission? Voilà, je te laisse carte blanche, évidemment. Comment souhaites-tu refermer le couvercle de la boîte de ce jeudi soir? Non, après, en fait, le couvercle, j'ai envie de dire qu'il faut toujours, dans la vie, garder espoir, en fait. Et quand le verre, bon, après, là, en été, on le voit beaucoup, en fait, le verre est souvent à moitié vide ou moitié plein. Il faut toujours, en fait, dès qu'on peut, en fait, voir le verre à moitié plein, en fait. Et je crois qu'il faut de l'espoir. Et on est dans un monde où il y a plein de choses qui sont pas forcément chouettes. Mais il faut, si on veut que les choses aillent mieux, en fait, garder espoir et être optimiste. Et la vie est chouette, donc même si des fois on est un peu bousculé, il faut toujours garder espoir. C'est surtout l'espoir, je pense. Eh bien, il y a encore plein de choses dans ce livre, ça vous vous en doutez, n'hésitez pas à vous le procurer. Il y a des discussions aussi très sympathiques en famille, entre amis, à faire derrière sur plein de choses dans la vie, du quotidien. On réfléchit peut-être un peu différemment après la lecture de ce livre, ou en tout cas des questions sur lesquelles on ne s'était pas spécialement arrêté avant. Hein. Par exemple, la mort. Si vous voulez savoir... je fais du teasing, mais bah oui, vous savez, je suis un enfoiré. Si vous voulez savoir s'il y a de la lumière au bout du tunnel, bah vous êtes obligé de lire le livre. Il y a la réponse dedans, mais on ne le dira pas ce soir. Voilà, je sais que vous vous posez la question, mais bah vous êtes obligé de lire. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que tu as passé un bon moment dans cette boîte en notre compagnie. Et on suivra évidemment tout ce que tu nous réserves pour le futur. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, merci aux auditeurs, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Il fait très chaud, mais merci d'être resté jusqu'à la fin. Et voilà. Ils sont sur leur terrasse, tracasse pas pour eux. Pour respirer et boire un coup. Respirer, boire un coup, ce sera le mot de la fin.